L'exemple 2.1. L'exemple 2.1 nous permet de regarder les propriétés mécaniques, le fait que ce sont des variables statistiques, c'est pas une variable absolue, c'est-à-dire que le chiffre qu'on lit dans une table ou qu'on obtient, c'est pas absolu. Euh, les chiffres qui sont dans les tables sont le résultat de tests et de traitements statistiques pour avoir cette variable-là. Donc, l'exemple 2.1 nous présente 1000 éprouvettes de matériaux acier 220 qui ont été testées jusqu'à la rupture et on a recueilli les données de la résistance ultime pour chacun des échantillons et ces données-là sont résumées dans ce tableau-là ici. Donc, ce tableau-là ici présente deux données. Un, c'est les catégories. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 catégories. Donc, ça va nominalement de 56,5 à 71,5 et c'est des KPSI. Donc, ça représente une contrainte, mais il faut s'apercevoir que c'est une catégorie de largeur 1. Donc, cette catégorie-là comprend toutes les données de résistance ultime entre 56 et 57. Tandis qu'ici, celle-ci représente les données entre 62 et 63. En dessous, on a les fréquences. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, comme ici, on a deux échantillons qui ont présenté une résistance ultime qui était entre 56 et 57, donc dans la catégorie 56,5. Tandis qu'ici, on a 151 éprouvettes d'échantillons qui ont présenté une résistance ultime entre 63 et 64 kPSI, donc dans la catégorie 63,5. La largeur de ces catégories-là, donc la plage de contrainte, est de 1 kPSI. On nous demande de construire un histogramme à partir de ces données. Ensuite, tout en faisant l'hypothèse de la résistance ultime suit une loi normale. Donc, la résistance ultime ici est notre variable et cette variable-là suit une loi normale. C'est très important de, de poser cette hypothèse-là pour la suite. Utiliser l'équation 1.4 pour tracer la distribution de probabilité et finalement, on compare ces deux graphiques-là. Donc, l'équation 1.4, c'est quoi? Donc, cette équation ici, c'est une équation fx. Fx représente la distribution de probabilité. C'est l'équation de Gauss qu'on appelle l'équation de la loi normale. Donc, l'équation de distribution de probabilité, densité de probabilité. Donc, pour utiliser cette équation-là, on va avoir besoin ultimement de la moyenne, mu x, et de l'écart type, sigma chapeau, de les échantillons qu'on a avant. Donc, on va commencer tout de suite. On va mettre l'équation 1,4 de côté pour l'instant et on va tracer l'histogramme qui nous est demandé parce qu'on peut le faire directement à partir de ces données-là. Donc, on va aller dans Insérer et on va demander euh, les bas. On va demander d'insérer un graphique de colonne. Ici, on a les histogrammes. On ne va pas utiliser ça parce que on peut pas utiliser directement. Ceux-là, c'est beaucoup mieux. Donc, une colonne 2D va faire. Donc, ça nous présente cette, cette chose-là ici. Donc, on va mettre ici. Et maintenant, il suffit de rentrer nos data, donc nos données. Donc, on fait add. On va dans la série les valeurs. Et les valeurs, c'est les valeurs pour
l'ordonnée qui est ici. Et les valeurs de l'ordonnée, c'est la fréquence. Donc, la fréquence, on l'a pris ici. Donc, on voit déjà ici le graphique qui se dessine et a de l'air très beaucoup à la loi normale qui est où ce qu'on a la cloche à l'envers. On voit que c'est symétrique, ça semble symétrique, assez symétrique entre cette catégorie-là. Donc, ça va bien, mais on remarque à l'abscisse qu'on n'a pas les bonnes données. Donc, à l'abscisse, on va éditer et on va aller chercher nos catégories, donc les plages qu'on a ici. Et voilà. Donc, ça nous donne ça ici. Donc, si on regarde notre graphique, on a maintenant le graphique avec les bonnes catégories ici, c'est-à-dire 56,5 où on a deux individus, 63,5 où on a 151 individus. Donc, pour que ce soit un histogramme proprement dit, il faut que les barres se touchent. Donc, on va aller formater ça. Et on voit ici la largeur de l'espace entre les colonnes. C'était par défaut à 219%. On la ramène à zéro et ça nous donne un histogramme propre. On va aller ici dans les couleurs. On va aller changer la couleur un petit peu pour rendre ça un peu plus plaisant esthétiquement parce que on va avoir à utiliser ce graphique-là plus tard. Donc, on enlève ça ici et ça nous donne notre histogramme qui représente le- les données qui nous sont données, euh, qui donnent suite au test sur 1000 individus. Et comme je vous dis, ça semble suivre une loi normale. C'est pas parfait, mais ça semble en suivre une. Donc, on va continuer pour voir qu'est-ce que ça a l'air euh, quand on prend ces données-là, puis on les applique, les colle à une loi normale. Donc, on va aller chercher cette équation-là. Comme je disais, dans cette équation-là, on a besoin de deux choses. Donc, on a besoin de la moyenne de l'échantillon. Et cette moyenne-là, on peut l'obtenir avec l'équation 1,7 du volume. Donc, cette équation-là, non, ça c'est l'équation 1,7, c'est plutôt la, l'écart type. Donc, c'est plutôt l'équation 1,6 qu'on a besoin ici. Donc, 1,6, où est-ce qu'on a la moyenne. Et donc, on voit ici la moyenne, c'est la fréquence. Le F ici fait référence à la fréquence, c'est-à-dire cette donnée-là ici, et non à la fonction de probabilité qui est ici. OK, il n'y a pas de f de x, c'est simplement f fois x. X représente la catégorie qui est ici. OK? Donc, pour calculer notre x bar, ben, on va utiliser nos données ici. Le, on va refaire on va refaire le tableau qui est ici. OK. On va l'amener un peu plus bas ici. Et on va, pour faciliter notre travail, on va le mettre en colonne plutôt qu'en en horizontal comme on avait précédemment. Ça va nous faciliter notre travail. Donc, on va vouloir, pour calculer la moyenne f de x ici, donc ça s'obtient facilement.
on va se faire une nouvelle colonne avec où ce qu'on va calculer f fois x. Donc, comme vous voyez, f de x ici. Donc, ça, c'est simplement ça fois ça. OK, ça nous donne 113. On va le centrer. On va le centrer parce que j'aime ça centrer. Et on va le copier, puis on va l'appliquer à toutes nos catégories. Donc, on a toute la catégorie qui est ici. Vous voyez ici, on a une décimale, donc on va tout amener à la même nombre de décimales, c'est-à-dire 1. Donc, ça. Et on va faire la somme pour insérer dans en utilisant la fonction somme d'Excel. Et voilà. Donc, la somme de tous les X fois F donne 63 625. OK? Je vais copier ça sur la colonne précédente, qui est notre fréquence. Et on voit que cette colonne-là donne 1000. Et c'est qu'est-ce qu'on s'attend? La fréquence doit toujours donner le nombre total d'individus qu'on a. Donc, dans la question, on nous disait que ça nous donnait 1000. Et 1000 représente le n qu'on va utiliser ici. Donc, pour trouver x bar, donc x bar va être égal tout simplement à cette donnée-là divisé par cette donnée-là. Et donc, la moyenne de nos individus, la résistance ultime de notre échantillon de 1000 bars, c'est 63,625 kPSI. Donc, ça se situe pas mal sur cette colonne-là, donc de la catégorie du centre. OK? Donc, ça concorde. Maintenant, on va vouloir trouver l'espace, l'écart type. Donc, l'écart type, c'est ici. On voit ici qu'il y a une petite erreur dans la formule. Ça devrait être x au carré. OK. On va essayer de la corriger. Voyons. Hum, Et voilà. Donc, on a f fois x au carré moins n fois x bar au carré. Donc, qu'est-ce que ça représente, ça, ici? Ça représente l'erreur ou la distance entre chacune de nos données et la moyenne. Donc, on va se faire une belle petite colonne encore une fois. Donc, cette colonne-là, on va calculer cette variable-là ici. Donc, égale
ça au carré fois la fréquence. Et donc, ça donne ça. On va centrer ça encore une fois et on va copier. Trop loin, comme ça, paste. Là, ici, on a deux décimales dans le pire des cas. On va donc reformater pour avoir deux décimales. C'est purement esthétique parce que Excel garde ça en mémoire. Voyons. C'est, bon. OK. Donc, on veut la somme. Donc, on va encore faire copier-coller. Donc, la somme de tout ça nous donne 40 millions, non, 4 54 864. Et les unités, c'est un peu rendu complexe ici. Donc, on va vouloir appliquer encore une fois cette équation-là ici pour obtenir c'est quoi l'écart type. Donc, nous allons voir l'écart type X est égal à la racine carrée. Donc, on va aller chercher la fonction Excel pour la racine carrée. Donc, ce chiffre-là, la somme, moins ce chiffre-là, fois la moyenne au carré, divisé par le nombre d'individus au complet, moins 1, ça. Et donc, 250, 2,594. On n'a pas besoin autant de chiffres. Donc, on va réduire ça à trois chiffres significatifs, comme ça. En passant, la différence entre X bar, SX et mu X et sigma chapeau X, c'est juste que moi, je suis habitué à utiliser ça parce que on parle d'échantillons plutôt que population. On va réserver habituellement statistique mu et sigma pour la population et c'est X bar et SX pour un échantillon. Mais il n'y a pas de faute là-dedans. Donc, ça, c'est notre moyenne pour discrète de l'échantillon. Et ça, c'est notre écart type discret, pour notre échantillon discret. Parce que la différence entre ces deux choses-là, c'est qu'ici, on a des variables discrètes. Donc, c'est pour ça qu'on fait des barres. Et ça, c'est une fonction continue. Donc, on va changer notre distribution ici en fonction continue. Donc, pour ce faire, tout ce qu'on a à faire maintenant, on va appliquer la formule qui est là pour trouver c'est quoi le FDP, c'est-à-dire la fonction de distribution de probabilité gaussienne. Donc, cette fonction-là, FDX. Donc, je vais juste faire ça ici pour que ça soit un peu plus beau. Donc, la fonction elle-même est égale à 1 divisé par, OK, je vais juste me l'amener ici, celle-là. Oups, ouais, je suis pas mal.
contraint ici. Donc, 1 divisé par sigma fois la racine carrée. On va encore aller chercher la racine carrée ici. De 2 fois i. Ça excelle à une fonction pi ici. Donc, pi. Oh, voyons. OK. Donc, je suis rendu à ça fois, divisé fois l'exposant de moins une demi fois cette valeur-là, x moins x bar divisé par s, ça au carré, et on referme le tout. Et ça devrait être ça. Non. Yes. 0.02, il y a un problème dedans. Donc, on va la refaire. Ici, problème. Zéro, 0, 3, 5, c'est ça, c'est bon. OK. Encore une fois, on va la reformater là, parce qu'il y a pas mal de chiffres là-dedans. Regardez, 3, 5, 4. On va copier et on va coller. Oh. Oui, 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 oui. OK, l'erreur qu'on a faite ici, c'est que faut pas oublier de, de fixer ces variables-là ici. Donc, la moyenne et l'écart type, il faut fixer leur position avec un signe de dollar qui est comme ici. Ça, il est pour rien, lui. Ça, copier, coller. Et voilà. Donc, c'est bon. Comment on sait que c'est bon? On a ici la somme de toutes ces probabilités-là et 1. C'est ça qu'on veut. Donc, tout est cochère ici. On enlève besoin de 0. Maintenant, on va se faire un graphique avec ça. Le seul problème, c'est que si on prend ces points-là et on les met en graphique avec ces colonnes-là, vous voyez, l'échelle ici est beaucoup plus grande que l'échelle qui est ici. Ici, c'est des probabilités, donc tout en dessous de 1. Ici, c'est des fréquences et on monte jusqu'à 160. Donc, faut prendre nos fréquences
et les mettre dans cette échelle-là ici. Donc, on va faire ça avec cette astuce-là. Donc, on va prendre nos fréquences, on va diviser par le nombre d'individus total fois la grandeur de la plage. Donc, on fait égal ça divisé par ça fois la grandeur qui est 1. Donc, ça nous donne 0.002. Faut pas oublier, OK, ici, faut pas oublier que celui-là est fixe tout le long. Donc, copie et paste. OK. Donc, ça, c'est les valeurs, c'est nos fréquences ramenées sur une échelle qui est comparable à cette échelle-là. OK. Donc, nos fréquences elles sont égales à 1000. Ça devrait être égal à 1 si on a bien fait nos choses. On copie la somme et ça donne bel et bien 1. Donc, on a deux fonctions de distribution de probabilité. On a une fonction qui est discrète, puis on a une fonction qui est continue, basée sur les mêmes données. Donc, on peut les comparer. Donc, on va se faire un nouveau graphique. Encore une fois, de bord, qu'on va amener ici. On va aller chercher nos data. Donc, add. On va aller chercher ça. On va aller chercher 15 ans. Add. On va aller chercher les data de ça. Je vais juste vérifier quelque chose ici. OK. Bien, je pensais, j'ai inclus le 1, il faut faire attention. Et donc, ça, les catégories de label, on va laisser ça pour l'instant. On va dire OK. Et on a notre graphique ici. Donc, si on va sur Change Data, Change Chart Type, on va aller pour un combo, Clustered Column, et la série 1, c'est la série discrète qu'on avait tout à l'heure. La série 2, c'est la série continue, donc la distribution de probabilité FDP qui est FDX. Donc, on va cliquer oui. On va aller formater cette série-là pour faire un histogramme. Donc, on a un histogramme. On va mettre une couleur qui est un peu plus plaisante. On va aller ici.
On va mettre une couleur qui est aussi un peu plus plaisante. Donc, comme ça. On va la mettre smooth. Et, et voilà. Donc, on va enlever ça. On va prendre ça. Et on va mettre ça ici. On va aller chercher cette catégorie-là. Comme ça. Et comme ça. Donc, nos, on a ici nos fréquences discrètes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a eu comme nombre d'échantillons lors de nos tests qui tombaient dans ces catégories-là. Et ici, on a la courbe des probabilités. Donc, la probabilité continue pour l'ensemble des, euh, des contraintes qui sont ici. OK? Donc, on voit que les deux se correspondent quand même assez bien. La plupart du temps, on a ici un petit peu d'erreur, mais la ligne devrait passer ici, est un peu plus haut, mais la ligne devrait passer pas mal au milieu de chacun. Donc, on voit bien qu'ils suivent quand même la bonne tendance. OK? La dernière question qu'on peut se poser, c'est quelle valeur qu'on entrerait dans le livre. Donc, pour la rupture, la résistance ultime pour ce type de matériel-là suite à nos tests. Donc, habituellement, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher le 99e percentile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va déterminer un point sur la ligne bleue ici, où ce que l'air sous la courbe représente 99% des individus. C'est-à-dire seulement 1% des individus se trouvent à gauche en dessous de la courbe et le reste est à droite. Et pour ça, on regarde la table A10 et à la place de regarder pour un Z, c'est le Z qu'on cherche. On connaît c'est quoi le pourcentage. Donc ça représente tous des pourcentages associés à un Z. Donc nous, on veut 0,99%. C'est-à-dire, on veut un point, OK, où ce que il y aurait 99%, ben en fait, c'est ce côté-là, 99% des individus se trouveraient à droite. Mais la courbe normale est symétrique. Donc, on va aller chercher, parce que le tableau présente plutôt les points à droite de la moyenne. Donc, on va aller chercher le point où il y a 1% à droite. Donc, on regarde ici, on cherche 1%. Donc, 0,01, ça c'est 0,2925. Donc, on descend, 1,02. Et ici, on a 99. Donc, le 1% se trouve entre le 2,32 et 2,33. On n'a pas besoin d'être hyper euh, précis ici. On va prendre 2,33. Donc, 2,3 et 0,03. Donc, 2,33. Donc, on revient à notre graphique. Donc, le 99e percentile, c'est 2,33 fois l'écart type, donc le SY. OK? Et
moins le X bar. Donc, là, ça donne un chiffre négatif. Ça veut dire que je l'ai eu, j'ai eu j'ai inversé les signes. Donc, c'est plutôt moins cette parenthèse-là, plus le X bar. OK? Donc, le 99e percentile, c'est 57,58. Donc, on va formater ça encore. 57,58 KPC, c'est-à-dire, c'est à peu près ici. Donc, 99% des individus sont à droite ici. Donc, en mettant une résistance ultime de cette valeur-là, je suis certain que tous les individus euh, vont fonctionner, vont performer à ce point-là. Si je prends dans ma table comme résistance ultime la moyenne, 63,625, ben, j'ai un risque de 50% des individus soit présentent une rupture avant ce point-là. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt favoriser ça. Donc, c'est ça l'exemple 2.1 dans le livre.